Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui étaient présents au keynote juste avant. Donc voilà, je suis Pauline Versace, je suis ravie d'animer cette table ronde avec un panel tout à fait prestigieux sur le no-tourisme. Voilà, je vais vous présenter individuellement, n'hésitez pas à compléter si j'oublie des choses. Alors je vais faire dans le sens qui se présente, qui convient bien en plus. Alors Caroline Lagière, bonjour. Donc vous dirigez en famille le château Mauvinon, à côté de Bordeaux. Vous avez fait, vous Caroline, des études d'œnologie. Ensuite, vous avez pris un poste de direction en marketing chez Moët et Chandon. Vous avez rejoint Brigitte, votre maman, en 2019 pour diriger donc, le château Mauvinon. C'est ça. Votre sœur et votre frère sont aussi de l'aventure, alors un petit peu plus lointain si j'ai bien compris, mais aussi, c'est vraiment une aventure familiale le château Mauvinon, c'est vraiment ça. Vous m'avez dit d'ailleurs, durant l'entretien qui a précédé cette rencontre, il y a toujours un enfant au château Mauvinon, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi en vous rendant visite. Toujours un enfant dans nos pattes, pour notre plus grand plaisir. Exactement. D'ailleurs, on verra que vos visites sont aussi adaptées aux familles, ça c'est toujours intéressant de le souligner. Vous cultivez en bio et en biodynamie. Si j'ai bien compris, votre objectif d'être en tout biodynamie d'ici à 7 ans, donc ça c'est pas rien. Et vous élaborez aussi un vin nature depuis 2022. Tout à fait. Et votre espace de réception, très beau, est également disponible depuis 2022. C'est bien ça ? Voilà. Je précise que vous avez 7000 followers sur Instagram qui suivent votre saga familiale. Alors 7000 c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que c'est 6 années pour arriver à 7000. Mais bon, voilà, on n'est pas peu fiers. Nous en reparlerons. Et vous m'avez fait une confidence aussi pendant votre entretien, c'est que votre chiffre d'affaires de vente directe grâce à l'œnotourisme a bondi en 6 ans, donc qui correspond plus ou moins à votre arrivée, si je ne me trompe pas. Oui, mais ce n'est pas grâce à moi, mais c'est un travail collectif. Ouais. Enfin, on parle quand même de passer de 15% à 60% aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait intéressant, je trouve, dans cette filière œnotourisme. Vous nous en parlerez. Avec plaisir. Caroline Decoster, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez avec votre mari la maison Cardinal à Saint-Étienne-de-Lys, donc juste à côté de Saint-Émilion, en Saint-Émilion Grand Cru. Vous avez aussi des cuvées en blanc, voilà, vous avez une très jolie gamme. Vous avez une formation d'ingénieur et vous avez rejoint ensuite la propriété familiale. Vous m'avez dit durant notre entretien que ce qui vous animait, c'était de mettre la tech au service du partage. J'ai trouvé ça très intéressant et voilà, vous nous en direz plus durant l'entretien, je l'espère, durant la table ronde. Alors, Thomas Lombard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et président de la maison de champagne Lombard. Vous avez rejoint la maison familiale en 2017. Vous fêtez en 2025 vos 100 ans. Alors pas vous, évidemment, la maison Lombard. Donc c'est une maison familiale. Vous développez le no-tourisme là cette année. C'est vraiment quelque chose que vous développez, que vous lancez en ce moment. Mais vous souhaitez quand même rester intimiste dans votre offre. C'est bien ça. Vous avez des visites payantes, des dégustations avec des casques de réalité virtuelle. Et pour les 100 ans de la maison, vous lancez un pop-up store à Paris, donc avec toutes sortes d'expériences tout à fait fascinantes qui incluent la réalité virtuelle, mais aussi des dégustations sensorielles. C'est vraiment très intéressant. Je crois que la déco de votre stand sur Wine Paris est en lien avec ce pop-up store. Donc, oui, tout à fait, exactement. Donc voilà, vous m'avez dit, nous sommes une maison, mais nous avons une philosophie de vigneron. C'est bien ça ? Oui, exactement. Et d'ailleurs, tout ce qui est autour de la tech, c'est vraiment tourné vers apporter de l'expérience. Quand on travaille comme un vigneron, c'est aller dans les vignes, alors que quand on est une maison, les vignes ne sont pas très proches. Donc, quand on a envie de partager ces expériences de reconnaissance terroir, c'est vrai que la tech est un outil vraiment intéressant, notamment les casques les casques virtuels. Oui, très bien. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Varon, vous êtes le fondateur de Wine Vision. Depuis 5 ans, vous êtes expert en œnotourisme virtuel et en communication visuelle. Vous nous dites que Wine Vision est un outil de vente et de communication. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes également VP de la Wine Tech. Et donc, je vais vous demander en quelques mots si vous êtes d'accord de présenter la Wine Tech, puisque peut-être que tout notre public ne connaît pas très bien vos actions. Donc, je vous laisse la parole. Bien sûr. La Wine Tech, aujourd'hui, c'est une association à but non lucratif qui va regrouper une centaine de startups de vin en France et maintenant qui s'est externalisé un petit peu donc, dans le monde entier. Ça nous fédère à la fois les startups et puis ça nous permet... Mettez bien le micro contre votre bouche. Ça nous fédère, en fait le but c'est de fédérer les startups et puis ça nous permet de se développer dans le milieu du vin.
Très bien. Et vous nous dites, alors Wine Vision, on en revient à votre start-up, hein, vous nous dites que vous, votre objectif, c'est de montrer la traçabilité du vin. Vous nous expliquerez ça, hein, comment grâce au virtuel, on a accès à des choses qu'on ne voit pas. Vous nous en avez parlé, Caroline, aussi. Voilà, ce sera intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Je termine cette présentation succincte par Marc Bécher. Vous êtes le CEO et fondateur de France Play et WinePlay. Vous nous dites que c'est le Netflix du vin, créé en 2019, 100% vidéo, gratuit, sans pub et éditorialisé. C'est un média qui fait découvrir le vin et les vignerons auprès des amateurs de vin. Et ce qui est intéressant avec vous aussi, c'est que vous avez une expérience avant et que vous venez du monde du tourisme. Donc vous connaissez bien les deux mondes, vin et tourisme. Voilà. Vous nous dites que vous, votre vision, c'est de mettre en valeur un produit qui est non délocalisable. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et que vous souhaitez éviter que la culture du vin ne se délite. Donc ce sera très intéressant de vous écouter sur ces thématiques-là. Alors, Mathieu, vous nous avez présenté un petit peu ce que fait la WineTech, c'est très intéressant. J'ai une première question. La tech est-elle un gadget pour le no-tourisme ? Le but, c'est que ce ne soit pas un gadget, justement. Le but d'avoir de la tech dans le no-tourisme, c'est vraiment à la fois que ce soit un outil de vente et qu'on réalise une réelle expérience client via la technologie dans le vin. D'accord, très bien. C'est quelque chose que j'ai pas mal entendu, le risque c'est ça. Donc ça m'intéressait d'avoir votre point de vue sur peut-être cet écueil de la tech dans le no-tourisme. Alors on parle effectivement beaucoup de commercialisation, de distribution, hein. Il m'a semblé comprendre que l'enjeu était bien sûr là, hein, la vente de vin au final. Caroline de Coster, vous avez donc à la Maison Cardinal une expérience de visite liée à la tech du début à la fin. Ça commence en préparant le contenu de visite adapté à chaque client grâce justement à une bonne connaissance client, hein, donc le CRM notamment. Une fois sur place à la Maison Cardinal, vous proposez une visite 3D on va dire une vidéo 3D du terroir, un couloir immersif avec des sons qui expliquent tout le millésime, hein, pendant une année, un casque de réalité virtuelle également. Vous proposez des dégustations en musique et aussi une commande immédiate de vin grâce à des tablettes en fait, hein, c'est bien ça. Donc ma question pour vous, Caroline, c'est pour vous la visite est-elle un tunnel de vente ? Alors, bien sûr, je pense que quelqu'un qui vient visiter un domaine et qui a une expérience qui est incroyable est d'autant plus amené à acheter du vin, bien sûr, que si la visite est un peu moyenne. Et je pense que quand on parle de technologie dans le milieu du vin et dans le no-tourisme, effectivement, il faut préciser de quelle technologie parle-t-on. Et pour moi, il y a plusieurs types de technologies. Vous l'avez dit tout à l'heure, nos visites sont visibles en ligne. Donc déjà, c'est le premier pas. On part du principe que quelqu'un qui va avoir envie de visiter un domaine dans 6 mois se prépare à venir et a besoin, s'il est sur un fuseau horaire qui est différent du vôtre, de pouvoir réserver et de ne pas attendre que le château ouvre pour téléphoner. Voilà, c'est la première chose. À ce moment-là, on récupère de la donnée. Qui êtes-vous ? Avec qui venez-vous ? Quelles sont vos attentes ? Quel type d'expérience cherchez-vous ? Nous, on a une offre qui est très ciblée par les attentes. Est-ce que vous venez en famille ? Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de connaissances ? Est-ce que vous avez envie d'avoir une visite extraordinaire telle que vous ne l'avez jamais vue ailleurs ? Et donc déjà, on commence à se préparer, avant même que le client soit là, à bien le recevoir. Et une fois qu'il est là, si notamment il a envie d'avoir de la connaissance, et d'où le partage, en fait, transmettre de la connaissance, eh bien là, la technologie va être intéressante. Et chez nous, ça va être plusieurs types de technologies. D'abord, il y a des maquettes de pieds de vigne j'aurais dû les faire breveter d'ailleurs, qui sont un premier niveau technologie. On va pouvoir manipuler des pieds de vigne en réel pour bien comprendre la viticulture. C'est une première phase de partage. Après, il y a effectivement ce couloir immersif. Cette fois-ci, on n'est pas sur le toucher, mais on est plus sur les sons, des sons qui ont été capturés dans notre vigne suivant les 4 saisons pour comprendre que la majorité de notre travail se fait dehors. Donc, c'est un deuxième niveau de technologie. Et ensuite, on a fait appel à One Vision, il y a quelques années de ça, pour concevoir un appui durant ce parcours de visite avec la réalité virtuelle. Et je dis bien un appui parce que l'intervenant qui était juste avant disait que ce qui est très important, c'est garder de l'humain. Et quand on s'est rencontré avec Mathieu, j'ai dit moi je ne veux pas une visite virtuelle déjà alors avec des images de synthèse, surtout pas, parce que les gens qui viennent chez nous, ils veulent de l'authentique. En plus, on a un grand cru classé, donc ils s'attendent à avoir de la tradition et en même temps de l'excellence.
Et je veux quand même mettre l'humain au milieu de tout ça. Donc je veux pas des images. Et donc on a fait des vidéos à 360 qui ont été filmées pendant nos vendanges avec des positions qu'il est incapable de tenir quand on est visiteur, même si on venait pendant les vendanges. Alors quelqu'un qui vient au mois de mars, eh bien, on va le mettre dehors au mois de mars, il voit la vigne telle qu'elle est au mois de mars, et par contre on lui dit maintenant stop, mettez le casque, et là il va être projeté sur la parcelle qui est en face, mais durant le mois de septembre 2022 pendant les vendanges. Et il va suivre comme ça les différentes étapes. Une fois qu'on va rentrer dans le chai à barrique qui est absolument vide la plupart du temps, il se met face à une barrique et là il met le casque et il va être projeté chez un tonnelier où on a été filmer les différentes étapes de l'élaboration de la barrique pour que là aussi on transmette cette connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une belle barrique? Comment est-ce qu'on façonne une barrique, sachant qu'on ne peut jamais visiter une tonnellerie. Et donc effectivement c'est différents niveaux de technologie. Là la réalité virtuelle nous a beaucoup aidé. Et après, une fois que la dégustation se fait, alors elle peut se faire en musique, je pense que je vous en parlerai pendant des heures, mais ce n'est pas le but. Mais le client est assis, il a tout terminé, et on lui dit si vous voulez, vous n'avez même pas à bouger de votre chaise, vous pouvez directement commander les vins, et ça sera livré au pied de votre porte, à la date que vous voulez. Voilà. Et pour moi, c'est tout ça la technologie, c'est les différentes phases avant même que le client arrive, et au moment où le client s'apprête à partir, et puis après on va le suivre, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Vous, Thomas Lombard, votre maison a 100 ans et vous vous lancez dans le no-tourisme. Hein. Alors, c'est très intéressant parce que on constate quand même qu'il y a pas mal de maisons, que ce soit des châteaux ou des maisons qui se lancent dans le no-tourisme. Peut-être qu'on peut dire que l'offre aujourd'hui augmente un peu plus vite que la demande. Est-ce que pour vous, la tech est un avantage compétitif quand on se lance dans le no-tourisme en 2025 ? Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que ma collègue a dit juste avant. Je pense que ce qui est important pour nos maisons quand on veut avoir cette approche authentique, c'est pouvoir apporter une expérience. D'ailleurs, les paradigmes économiques, on a changé de paradigme. Aujourd'hui, on a vendu des biens, des services, et maintenant, je pense que ce qu'on vend, ce qu'on doit vendre pour nos clients, c'est de l'expérience. Et il se trouve qu'il y a tout un process technique qui est très difficile de montrer, de dévoiler à nos clients. Il suffit qu'ils viennent, si c'est pas un jour de tirage, ils verront pas le tirage. Si c'est pas un jour où on travaille le bâtonnage, ils vont pas le voir non plus. Donc cette technologie, elle va nous permettre d'amener des expériences à nos clients et ils vont pouvoir voir de manière transversale tout ce qui se passe dans une maison, dans un domaine. Et pour le cas chez nous, il y a un univers qu'on travaille qui est assez spécifique, assez singulier pour une maison de champagne. Vous le disiez tout à l'heure, on a une approche très vigneronne, donc on travaille avec une relation très proche avec nos partenaires vignerons, nos partenaires viticulteurs. Et on va faire avec eux ce qu'on appelle des reconnaissances terroirs. Donc on va sur leur parcelle et là on fait des prélèvements de sol à la tarière. Donc là, voilà, je suis en train de vous l'expliquer. D'habitude, je fais ça avec mes clients, je leur explique. Mais pouvoir mettre un casque, pouvoir voir à quoi ça ressemble, voir quel type de sol on extrait et voir quelle interaction on va avoir sur cette analyse, ça change complètement l'expérience qu'on est capable d'apporter. Donc ça apporte quelque chose en plus par rapport aux concurrents aussi ? Oui, je pense que ça apporte quelque chose en plus. Alors, encore une fois, c'est juste un outil. La reconnaissance terroir, par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai imaginé, qu'on a mis en place, qui est typique de l'approche qu'on a envie d'avoir avec nos partenaires. Et ici, la tech n'est que l'outil de ce que nous, on a envie de faire et de la manière dont on a envie de travailler. Très bien, merci beaucoup. Caroline Lagière, vous m'avez dit que vous, au château Mauvinon, 100% des clients de tourisme viennent grâce à la tech, que ce soit grâce à Google, les avis, Instagram, etc. Vous dites l'objectif, c'est que le fichier client suffise un jour à écouler notre production. Est-ce possible ? C'est une ambition, j'espère, qui se réalisera. Ce que je vous ai dit, Pauline, 100% des clients viennent grâce à la tech parce que, mine de rien, une recherche Google, c'est déjà de la tech. Ce que je veux dire par là, c'est que rares sont ceux qui me disent « j'ai vu votre panneau sur la départementale et je me suis arrêtée ». C'était le cas quand les parents l'ont installé il y a 20 ans. Ils ont dit on va se mettre un super panneau. Et c'était le début. Mais c'était le début de l'onotourisme. Et heureusement, maman, en même temps, de mettre le panneau, a créé la page Google. Et à l'époque, il y a 20 ans, au début de Google, c'était pas si évident que ça. Et elle a quand même eu la bonne vision de se dire ça va marcher Google. À l'époque, tout le monde parlait de TripAdvisor et elle s'est dit oh, je vais demander des étoiles sur Google. Aujourd'hui, grâce à elle, c'est vrai qu'on a une note qui frôle les 5 et qui fait que quand les gens tapent dégustation Saint-Émilion, on ressort bien. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine parce que demander des avis et tout donner à chaque visite pour avoir le 5 étoiles, c'est quelque chose qui nous prend du temps. Mais aujourd'hui, ça paye parce qu'il y a un flux de visiteurs qui, grâce à la tech, indirectement, vient visiter Mauvinon. Mon rêve,
c'est un modèle où je connais 100% de mes clients. Je vais même vous dire, j'aimerais bien que je puisse avoir les 1000 contacts dans mon téléphone, pouvoir dire à mes clients comment allez-vous, est-ce que votre fille a eu le bac, etc. Cette relation privilégiée avec les clients qui dégusteront et seront les acheteurs et les ambassadeurs de Movinon, je pense que c'est possible. Aujourd'hui, c'est des petits pas qu'on fait. Ça veut dire que chaque année, sur les 6000 visiteurs qu'on a, c'est peut-être 10, 15, 20 clients fidèles qu'on est en train de recruter. Mais je suis sûre qu'à horizon 10 ans, ça peut marcher. Je pense aussi que c'est notre seule chance d'être pérenne. On a des vins qui sont plutôt confidentiels, qui coûtent cher à produire. Le bio, la biodynamie, c'est risqué. Aujourd'hui, notre seule solution pour valoriser nos vins, c'est de connaître notre client, que ce client soit convaincu qu'aller voir les Tribaudot à Movinon, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et donc, du coup, faire aussi qu'ils soient contents d'acheter 12, 24 bouteilles et de le partager avec leurs amis. Donc on fait des vins qui coûtent cher à produire, qu'on doit vendre cher. Et ben, tout ça, c'est de l'éducation, c'est expliquer pourquoi ce vin il a cette valeur-là. Et je dis souvent, on n'a pas l'ambition à Movinon d'être le plus visité, le plus grand, le plus beau, ni même de s'étendre, hein, mais plutôt de se dire, on connaît chacun de nos clients, on valorise bien nos vins, et nous, à horizon 10 ans, mon frère et ma sœur me rejoignent et on bosse tous les trois. C'est plutôt ça notre ambition. Et je pense que ça passe par une bonne commercialisation. Et si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est bien sûr de produire des très beaux vins, mais il est aussi de bien savoir raconter le vin. Et la technologie peut vraiment nous aider pour ça. Les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut mettre au service du vin. Et l'enjeu est là, c'est que prioritairement, c'est aussi important. D'autant plus quand on fait, et c'est notre cas, des vins qui sont complexes, être capable régulièrement d'expliquer la beauté de cette complexité pour que les gens aient envie de continuer à acheter des vins complexes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un choix pléthorique en matière de boissons. Et la technologie peut être vraiment un super outil pour expliquer à quel point c'est beau et à quel point, bien sûr, il faut s'y intéresser et continuer à s'y intéresser. Très bien. Marc Bécher, vous m'avez dit que la plateforme WinePlay a un côté vertueux parce qu'elle incite les vignerons à mettre en ligne des vidéos diffusables. À votre avis, est-ce que la plateforme WinePlay aide aussi à augmenter ses ventes directes? Est-ce qu'elle apporte des clients? Alors oui, avant ça, je voudrais rebondir effectivement sur ce que vient de dire Caroline. Effectivement, on a besoin d'apporter de la connaissance, de l'apprentissage, de la valeur de l'histoire. Enfin, il faut qu'on raconte des histoires aux consommateurs pour qu'ils puissent apprécier toute la valeur du vin. Et c'est l'objet même de WinePlay. Vous l'avez dit, moi, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans le tourisme, dans l'œnotourisme notamment. Et j'ai vu comment les grands vignobles étrangers valorisaient beaucoup plus, médiatiser beaucoup plus leur savoir-faire, notamment dans le domaine de l'œnotourisme. Donc l'idée pour nous, c'était d'avoir un média qui à la fois fait connaître le vin, fait vraiment connaître le vin, fait découvrir les vignobles, parce que c'est aussi des lieux, hein, c'est d'où l'esprit de l'œnotourisme, et enfin aimer les vignerons. Et je crois que la dimension humaine, le producteur lui-même, hein, qui porte son produit, qui porte ses millésimes, qui porte son cépage, qui porte toute son histoire, l'histoire souvent familiale, elle est géniale. En réalité, c'est elle qui porte vraiment derrière la commercialisation, qui fidélise les clients et qui véritablement embarque la consommation autour de son vin, autour de son appellation. Et donc WinePlay, effectivement, est fait pour ça. Nous, on mutualise, on source, on mutualise, on essaye de valoriser l'ensemble des productions audiovisuelles relatives au vin, à l'œnotourisme, à tout ce qui touche effectivement les activités vitivinicoles. Et l'esprit de WinePlay, c'est de mettre toujours le vigneron au cœur du discours. Et d'ailleurs, les interprofessions, mais même les appellations nous aident beaucoup, les vignerons eux-mêmes. On a énormément de séries sur les vignerons. Je pense à une série sur les vignerons du Minervois ou du Picpoul, du Pinet, ou la région Occitanie valorise énormément individuellement chacun de ces vignerons dans toutes les appellations de sa région. Donc ça, c'est un vrai plus. Et c'est vrai que connaître les vignerons, connaître son histoire, apprécier son discours, voilà, toute sa présentation, son argumentation, c'est génial, quoi. C'est vraiment ce qui nous permet d'aller mieux. Alors, pour l'instant, on n'a pas été très fort sur WinePlay dans la dimension commerciale, c'est-à-dire que certes, on a des liens qui renvoient directement vers les vignerons, mais je crois qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, parce que finalement, tout est lié, et l'attente, elle est beaucoup aussi dans l'achat. Une fois qu'on connaît le vigneron, une fois qu'on a apprécié le vin, ben forcément, on a envie de le goûter, on a envie de l'acheter. Et puis,
nous, notre souhait, c'est de pouvoir embarquer tout le monde et embarquer tous les formats. Et je discutais avec Mathieu ce matin sur notre capacité à embarquer ces visites virtuelles sur OnePlay. C'est-à-dire que OnePlay, on s'appuie sur le principe des plateformes de streaming. Hein. C'est vraiment effectivement un Netflix dédié clairement au tourisme. Et on peut embarquer aussi des visites virtuelles pour encore mieux connaître les domaines, les vignobles et les vignerons. Alors Mathieu Varon, vous m'avez dit Wine Vision, c'est un outil de vente, c'est clair. Mais alors concrètement, moi demain dans ma propriété, j'ai envie de louer un casque de réalité virtuelle. Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Et est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur cette technologie? Quels sont les retours clients aujourd'hui? Je voudrais juste avant rebondir sur ce que tu disais. J'étais justement cette semaine à Paris avec Laurent David, qui est donc le président de la OneTech. On a enregistré un podcast sur le vin. Et ce podcast il était dédié sur une grosse problématique aujourd'hui, c'est comment attirer les jeunes dans le vin. Donc il faut renouveler ce secteur, hein, les consommateurs aujourd'hui, on sait que c'est un marché qui baisse. Et justement avoir des applications comme le Netflix du vin, c'est vraiment quelque chose qui peut attirer un nouveau public. Et c'est d'ailleurs nous ce qu'on cherche à faire avec OneVision. Donc on équipe les domaines viticoles de parcours œnotouristique en réalité virtuelle. C'est à la fois un outil de vente et un outil de communication. On va avoir différentes stratégies avec nos clients. On va voir par exemple le cas de Maison Fleur Cardinal qui, eux, ont décidé de la monétiser, cette expérience, donc sur place. Donc d'étoffer son parcours de visite et puis plus travailler l'expérience client. Voilà, j'arrive, je me mets en immersion et je vois les vendanges. Par exemple avec la Maison Lombard, on est allé plus sur ce côté terroir. Justement, donc lors de leur pop-up store, ils vont pouvoir faire découvrir la maison de manière interactive. Et tout ça, ça va être vraiment dans le même but de travailler la mémoire du client. Donc en fait, d'avoir un impact. Admettons aujourd'hui, si j'ai visité un domaine en réalité virtuelle dans mon casque de réalité virtuelle, je vais m'en souvenir. On a d'autres clients qui vont avoir une utilisation plus commerciale. Donc ils vont faire voyager leur maison à l'export. Donc ils vont mettre en immersion des importateurs, des cavistes. Donc là, ça va être vraiment full commerce. Ou par exemple, lors de One Paris, je mets en immersion mes clients dans mon domaine viticole. On a aussi des clients qui vont faire un point de contact avec leur bouteille. Je suis au restaurant, je déguste un vin, je vais pouvoir flasher le QR code sur la contre-étiquette. Derrière, je vais pouvoir donc visiter le domaine et je vais me retrouver dans un caveau virtuel. Donc je vais être accompagné dans mon acte d'achat et je vais donc pouvoir acheter le vin en question avec le vigneron qui m'explique sa manière de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment pour démystifier le vin et puis permettre de voir au-delà de la bouteille. Donc nous, on a tout type de clients, que ce soit des domaines de 2,5 hectares à des domaines qui en font plus de 1500 ou 2000. On va avoir 3 packages, 3 offres, donc ça va être calculé selon la taille du domaine. Et puis on va avoir des offres aussi un peu plus premium, du sur-mesure pour certains clients qui veulent avoir les 4 saisons, qui veulent nous faire revenir pour avoir toute cette notion de traçabilité et d'évolution dans les vignes. Très bien, donc en fait c'est un petit peu à la carte en fonction de ce dont on a besoin. Enfin quand même, il faut commencer par, j'imagine, tourner des images. Il y a quand même une partie production qui est incompressible. Ouais. Combien de temps il faut prévoir pour ça? On est plutôt sur des projets d'1 an. Quand on fait les 4 saisons, nos techniciens en fait ils vont venir plusieurs fois capter le domaine. Et puis après nous on a une partie développement en interne sur la visite virtuelle. Et puis c'est quelque chose qui n'est jamais voué à être obsolète parce qu'on travaille toujours sur l'actualisation avec nos clients. Par exemple, là j'ai un bon exemple avec Château Fleur Cardinal qui est devenu la maison Cardinal. Du coup voilà, donc nous on actualise la visite virtuelle, c'est pas comme une vidéo. Et le but c'est que ce soit vraiment à l'image du domaine. D'accord. Alors, c'est marrant, vous avez parlé de ce podcast que je n'ai pas écouté ni entendu. J'ai l'impression que c'est tout frais en plus. Ouais, c'est tout frais. Mais le président de la WineTech, donc Laurent David, effectivement, explique dans un article de Junk Page, je crois, que la tech a investi le monde du vin depuis la production du raisin jusqu'au marketing, en passant par la vinification. Hein, on a des drones, on a toutes sortes de technologies très intéressantes. Est-ce que... Je vais m'adresser à vous, Marc Béchet, qui avait une vision aussi, on va dire, d'ensemble sur cette filière. Est-ce que pour vous, la tech est un levier d'attractivité pour recruter des jeunes dans cette filière qui parfois a une image, allez, disons-le, un petit peu conservatrice, avec parfois des méthodes de management, on va dire, un peu innovantes, à faire évoluer, on va dire.
De toute façon, le renouvellement des clientèles et des consommateurs, c'est l'enjeu de toutes les activités touristiques. Oui. On intervient aussi beaucoup en montagne. Par exemple, la montagne, le ski, on a un gros problème de fréquentation aujourd'hui des jeunes, hein, clairement. Donc on essaie de renouveler à la fois l'offre, mais aussi la communication, elle est essentielle et il faut aller chercher les jeunes. C'est l'objet aussi de Wineplay, c'est-à-dire de créer les conditions pour que le discours sur le vin, le no-tourisme, soit plus attractif pour les jeunes. Il y a un mode de consommation aujourd'hui de la communication qui s'est beaucoup développé en dehors des réseaux sociaux, c'est les plateformes de streaming. Aujourd'hui, on est sur Netflix, on est sur Molotov, on est sur MyCanal, on est sur Disney ou Prime. Et c'est vrai que quand on reprend ce code de communication, on rentre plus effectivement dans les habitudes, on rentre dans une notion de divertissement. Et le divertissement qui passe beaucoup par le numérique aujourd'hui, et c'est vrai qu'il a pris la place aussi d'un certain nombre d'autres de divertissements, et il faut savoir effectivement bien l'utiliser, utiliser les réseaux sociaux pour faire du snacking, c'est-à-dire pour aller les chercher, les prendre, les amener justement, soit directement dans les domaines, soit sur des plateformes qui racontent une histoire, qui amènent effectivement beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'apprentissage que simplement quelques flashs de 10 secondes. Ce qui est gênant dans les réseaux sociaux, c'est souvent une information chasse l'autre et on passe effectivement d'un magnifique domaine viticole à voilà, une jeune fille qui se trémousse ou un prédicateur. Donc on est toujours gêné, moi je suis toujours gêné par la question de media as message. C'est-à-dire que c'est quand même important d'avoir un environnement qui est plutôt qualitatif, comme tout d'ailleurs, hein, mais là pour le coup dans les médias c'est important qu'on puisse faire venir les jeunes, notamment les nouveaux consommateurs, dans un environnement qui va au-delà de simplement une petite information de 10 secondes, mais qui les fait rentrer véritablement dans un secteur, dans une connaissance et dans la rencontre surtout des gens qui peuvent lui donner, lui transmettre, qui peuvent lui donner, lui raconter des histoires. Je crois que c'est ça l'essentiel. Alors sur la thématique du recrutement, là on est en plein dedans, on voit 1000 offres d'emploi, de stage et voilà, pour la saison de nos tourismes, hein, c'est maintenant qu'on recrute les guides notamment et tous ceux qui travaillent dans le no-tourisme. Caroline de Coster, vous m'avez dit dans le recrutement, no-tourisme, en fait nous on choisit des profils plutôt, enfin ce qu'on regarde c'est l'empathie plutôt que la connaissance technique, no-tourisme, vin ou tourisme. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que finalement, plus on a de tech dans ce monde-là, plus l'humain, les soft skills, c'est ce qu'on recherche? Plus on a de technologie, plus l'humain est très très important pour contrebalancer le côté qui peut sembler parfois un peu gadget. Et moi je pense que cette nouvelle génération, elle aime la nouvelle technologie, mais par contre elle sait parfaitement repérer quand c'est de la nouvelle technologie gadget ou quand cette nouvelle technologie aide à plus de transparence. Et là, dans ces cas-là, elle est disponible. Mais par contre, pas effectivement aux dépens de l'humain. En matière de recrutement, alors bien sûr, on est abreuvé de CV, etc. Mais effectivement, on va beaucoup s'intéresser au profil, à la personnalité. Je l'évoquais tout à l'heure, mais ce qui nous importe chez nous, c'est de dire j'ai envie que la personne soit bien accueillie. Et bien pour ça, il faut être capable en quelques secondes de comprendre très précisément ce qu'attend la personne. Et ça, c'est pas sur un banc d'une école qu'on l'apprend, c'est en ayant un très bon relationnel et puis en ayant un très bon sens de l'humain inné. Et donc on fait très attention d'abord à la personnalité, avant malheureusement la formation. Ce qui laisse aussi la porte ouverte à beaucoup de candidatures. Oui, tout à fait. Et alors, Caroline, vous aussi, c'est très intéressant parce qu'au Château Mauvinon, on a bien compris que la tech est bien là avant et après la visite. Et pour autant, vous avez un positionnement très nature. De chez vous, on observe les oiseaux. Voilà. Est-ce que c'est pareil, la tech est vraiment... l'expérience est finalement très humaine. Oui, et je rejoins complètement Caroline. Je dis souvent, nous, on ne recrute pas un guide, en fait. Parce que le mot guide, nous, on l'a complètement enlevé de notre vocabulaire. Il faut que quand vous arriviez chez nous, vous viviez une vraie expérience. Et donc, du coup, on a besoin pour cela de personnes qui incarnent ce côté expérientiel. Alors, l'expérience, elle est... Vous dites nature chez nous, Pauline, c'est juste qu'en fait, on ne force pas le trait. Les gens arrivent dans notre quotidien. Donc, du coup, ils arrivent, ils vivent un petit bout de notre vie. Donc s'il y a mon fils en train de planter des radis dans le jardin, et bien, ils vont croiser Augustin qui vont le saluer. Et à la fin, si Paul a fini sa sieste et que je dois encaisser les clients avec Paul dans les bras, en fait,
on a fait le choix et c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, de parler très librement de notre quotidien. Si les gens nous posent des questions aussi sur les difficultés qu'on rencontre, on va leur partager aussi ce petit bout de vie. Donc en fait, ils viennent pour une visite, mais finalement ils viennent pour passer un petit moment avec nous. Et ils arrivent, je dis souvent, en visiteurs, et ils repartent en amis, parce qu'ils ont le sentiment de vivre quelque chose de vrai, et finalement de s'être fait des amis viticulteurs à Saint-Émilion. Donc c'est agréable pour tout le monde en fait, parce que ça nous permet d'être complètement naturel dans notre approche, dans notre échange avec eux, et de créer des liens qui sont vrais, qui sont authentiques. Et eux, à l'inverse, ils ont le sentiment d'avoir mis un pied dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Souvent, ils me disent, on n'aurait jamais pensé trouver ça dans un château. Alors c'est vrai que le mot château, chez nous, à Bordeaux, est super utilisé. Et en fait, je leur dis souvent, une bâtisse, c'est 3 rangs de vignes, on a un château. Mais en fait, surtout, ils n'osent pas venir avec leurs enfants. Ce que je trouve hyper dommage. Donc nous, on milite là-dessus. Venez simplement, on vous serez reçus comme des amis, et c'est pour ça, et je rejoins Corinne là-dessus, les gens qu'on recrute pour nous aider, parce que toute seule avec maman on n'y arrive pas, on a besoin de se faire aider. Moi je leur dis souvent, si demain ils pensent que tu es ma cousine germaine, c'est qu'on a bien bossé toutes les deux. Je dis ça à mes guides, ça veut dire qu'en fait c'est les personnes qui vont travailler avec nous ont compris l'esprit de famille, ont compris ce côté très spontané qu'on a envie d'apporter. Et je dis souvent, c'est pas du storytelling, c'est du story living, c'est venez vivre un petit bout de notre vie. Alors, à contrario, vous m'avez dit, Mathieu, que vous aviez en projet des visites virtuelles avec des vignerons virtuels. L'intelligence artificielle permet de répondre aux questions des visiteurs dans cette visite virtuelle. Donc là, on est sur une autre dimension. Donc, voilà. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ? On est en train de développer donc une IA qui va être dans la visite virtuelle. Aujourd'hui, ça, dans les visites virtuelles, ça n'existe pas. Justement, on la développe en interne. Et le but, c'est que cette IA prenne l'apparence du vigneron et va pouvoir prendre le contrôle lors de la visite virtuelle. Donc, c'est-à-dire, en fait, non, le vigneron va pouvoir parler, pardon. Le vigneron va pouvoir... en fait, l'IA va prendre... on va mettre un vigneron ou alors on va mettre un chatbot qui sera géré par l'IA. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis un consommateur, je me connecte en ligne sur la visite virtuelle, je vais pouvoir poser des questions en direct live, donc au vigneron ou à la personne qui est représentée. Et derrière, par exemple, admettons, je pourrais lui demander comment vous travaillez vos vins blancs. L'IA pourra prendre le contrôle et nous amener donc dans la cave et montrer comment la personne vinifie, par exemple, ses vins blancs en fût, s'il va bâtonner, etc., pour avoir le côté gras du vin. Donc ça, on est en train de la développer en ce moment au OneVision. C'est vrai que c'est un gros sujet et ça nous permettra de récolter des datas aussi, donc de savoir ce que le consommateur va pouvoir faire une fois qu'il est sur la visite virtuelle. Voilà. Donc, Thomas Lombard, de votre point de vue, votre expérience, nos tourismes, mais aussi les outils que vous avez mis en place technologiques, est-ce que vous arrivez, grâce à ces outils, à transformer vos clients en ambassadeurs ? Alors, moi je vais parler sur un point de vue qui est à l'état de projet en fait, puisque tous nos projets touristiques sont en projet. Donc celui qui arrive le plus imminent, c'est le Pop-Up Store à Paris qui sera en place à partir du 22 mai jusqu'au 12 juin. Là, on compte beaucoup sur les casques de réalité virtuelle pour emmener les gens sur ce que j'expliquais, ces reconnaissances terroirs. Petite parenthèse, ce Pop-Up Store, c'est vraiment la traduction de notre boutique e-commerce qui existe déjà et qui a vocation de commercialiser nos cuvées lieu-dit. Donc nous, on va très très loin dans cette approche bourguignonne avec toute une gamme de champagne parcellaire, grand cru et premier cru. Donc sur toutes ces parcelles, on travaille en reconnaissance terroir. Et en fait, je pense que pour que les clients se projettent vraiment dans la différence de toutes ces cuvées, finalement sur une étiquette, c'est une ligne, c'est le nom de la parcelle qui change, ou le nom du cru. C'est expliquer le lieu, pouvoir les emmener sur cet endroit et être capable de traduire aussi ce que ça implique sur la dimension organoleptique, sur ce qu'ils vont déguster. Donc effectivement, je compte beaucoup sur cette tech pour transporter les gens vers notre univers. Mais j'aimerais bien rebondir aussi sur ce que Caroline a dit par rapport à l'expérience et ce côté humain, enfin finalement ce que les deux Caroline ont dit, sur ce côté humain et savoir accueillir, parce que ça fait partie aussi de l'expérience visiteur. Je pense qu'aujourd'hui, savoir être chaleureux sans être familier, c'est vraiment la nouvelle conception du luxe et la nouvelle conception d'un accueil réussi. Donc il ne s'agit pas de se taper dans le dos et de dire « ça va mon pote, comment ça va ?», mais vraiment d'avoir cette position humaine, chaleureuse, accueillante, pour que les gens se sentent bien tout de suite. Et je pense que 90% de la vente, elle se fait surtout avec ça, ce côté humain qui fait que les gens se sentent bien, quoi. Et dernière chose, on en a parlé un petit peu aussi sur
Les gens qui ont vécu l'expérience de la maison, qui sont venus dans un domaine, qui ont visité la maison, je pense que vous l'avez déjà vécu. Si vous êtes allé dans un domaine, vous avez rencontré le vigneron était sympa, il vous a plu. On repart avec ce côté un petit peu amical. Et quand on retrouve la bouteille de vin sur une wine list d'un restaurant, il y a 10 vignerons, 9 que vous ne connaissez pas, un que vous connaissez, naturellement vous allez vers ce que vous connaissez, ne serait-ce que par reconnaissance pour le superbe accueil que cette personne vous a donné. Donc moi je suis intimement convaincu que quelqu'un qui visite avec une belle expérience et un bel accueil, il repart comme un ambassadeur de la marque de votre domaine. Et au-delà de choisir vos vins au restaurant, c'est aussi avoir envie d'en parler autour de soi. Je reviens aussi à ces expériences, parce que quand on fait une expérience dans un domaine, les gens ils ont envie de raconter ce qu'ils ont fait. C'est pas juste recevoir un service, c'était pratique. Non, c'est j'ai vécu quelque chose et j'ai envie de le raconter. J'ai envie d'aller impressionner un petit peu mes amis, mes proches sur ce que j'ai pu vivre pendant l'expérience. J'ai envie de frimer un peu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le stéréotype de toute la jeune génération qui arrive en espérant qu'ils arrivent un jour à être des consommateurs de vin. C'est des gens qui sont, cette génération Z, très friands du luxe et friands du privilège. Donc je reviens encore sur cette notion d'expérience. Donner le sentiment que vous accordez un privilège à vos visiteurs, c'est faire des clients et des ambassadeurs pour toute une vie. Je voudrais justement rebondir sur ce que vous disiez et pour répondre aussi à votre question, comment est-ce qu'on transforme un visiteur en client en fait. L'intérêt de la réalité virtuelle, moi je l'ai vu en allant à l'étranger aussi. Parce que bien sûr, les casques sont chez nous, mais l'avantage c'est qu'on peut se déplacer avec le lieu à l'étranger. Et j'ai le souvenir d'une masterclass en Chine, à Shenzhen. Et on fait la masterclass classique, je suis là, on fait déguster les vins, on parle. Puis on amène le casque de réalité virtuelle et les clients vivent l'expérience, voient le lieu, font les différentes étapes et visitent le lieu. Et j'ai une dame qui enlève le casque et qui me dit « Je suis très surprise parce que je suis émue ». Elle me dit « Je ne pensais pas être émue, mais je suis émue parce que je vois beaucoup de gens. Je n'avais pas conscience de voir, qu'il y ait autant de gens qui prennent soin du raisin. » Tout ça pour dire qu'une fois qu'elle a vécu ça, même si elle n'était même pas sur place, bien sûr, elle est devenue une cliente. Elle est devenue une cliente parce qu'elle a vu qu'il y avait de l'humain derrière la technologie. Et je pense qu'il ne faut pas opposer la technologie et l'humain. Ça peut tout à fait cohabiter et je pense qu'on est des très bons exemples. On peut rester très chaleureux, on peut rester très dans la vie quotidienne et pourtant faire entrer la technologie dans notre quotidien aussi. Et ça match à partir du moment où on garde l'envie de partager et où on continue à transmettre de l'émotion malgré la technologie. Caroline Lagière, parlons un petit peu influence. Donc oui. On a dit 7000 followers sur Instagram. Votre dernière photo de famille a obtenu plus de 400 likes. Vous faites une story tous les jours. Votre salon de visite est instagrammable. Les visiteurs qui likent sur site ont un petit cadeau maison. Voilà. Est-ce que ce travail paye ? Alors déjà, pourquoi on met tant d'énergie à animer les réseaux sociaux et on n'est pas une référence non plus. Je veux dire, il y a des gens beaucoup plus suivis que nous et des gens dont c'est le métier quotidien. Nous, c'est vraiment on top de tout le reste parce qu'il faut faire ça une fois qu'on a bossé à la vigne, hoché, reçu les clients, fait le ménage. Enfin voilà, je vous passe les détails de notre vie, mais c'est une vie normale en fait. Donc les réseaux sociaux, ils arrivent on top de tout cela, mais ils sont hyper importants. Déjà parce que c'est le crédit que ça nous apporte quand quelqu'un tape sur Google dégustation, qui tombe sur Movinon, qui vérifie les créneaux d'ouverture sur Google, chose qu'on fait quand on va au resto, et qui en plus a tapé sur Instagram pour vérifier si on existe bien et quelle tête on a. En fait, c'est du crédit. C'est ils existent, ils ont une petite communauté, donc c'est une propriété qui a l'air dynamique. Si jamais ils se mettent à nous suivre, d'ailleurs c'est écrit Mauvignon. Si vous voulez nous suivre, tapez bien Movinon. Ici, Château Mauvinon. Sans le G, c'est ça ? Sans le G, mais c'est fréquent, mais je vous le dis, voilà, si jamais vous voulez nous chercher sur les réseaux sociaux, les gens, ça leur permet de prolonger l'expérience. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont partis, si jamais ils sont venus visiter, on leur a dit suivez-nous, vous allez voir comment on travaille, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas tout voir quand ils viennent au mois de mars. Eh bien, ils sont contents de voir la suite, de voir comment on travaille l'été, de voir comment on travaille, comment on vendange, et aussi comment on a cherché un équilibre entre cette vie pro et cette vie perso qui sont sans cesse mêlées. Eh bien, ils voient aussi les enfants grandir, et finalement, ça permet de garder ce lien que moi je trouve super important. Et pour les clients existants, ça permet vraiment d'être sûr qu'en fait, on garde ce lien très serré pendant toutes les prochaines années.
Et enfin, je pense à ceux qui sont à l'étranger notamment. Et là, c'est le cas cette année. On a des demandes de mariage. Alors nous, on ne fait pas de mariage à Movino, on est beaucoup trop petits. Mais du coup, les gens viennent la veille de leur mariage pour ce qui est les nouveaux welcome dinner. C'est voilà, se retrouver la veille d'un mariage pour pouvoir retrouver ses proches, etc. Et on a des demandes là-dessus. Mais qui m'aurait dit il y a 6 ans que nous, petit domaine familial, à bosser à Troyes, à côté de Bordeaux, on allait pouvoir avoir des Singapouriens qui nous demandent est-ce que je peux me marier chez vous. C'est assez dingue en fait. Et c'est assez dingue, ça veut dire que je me dis tout ça, ça paye d'une certaine manière. Ça paye pas en nombre de followers parce que ce que je disais à Pauline, si je faisais une page de réno demain, je serais peut-être à 35 000 followers parce que du coup les gens adorent la réno, etc. C'est un peu excitant. Nous en viticulture, c'est un peu plan-plan. On a tous les mêmes choses. On fait tous les vendanges au même moment. En fait, on est dans la répétition. C'est dur d'être outstanding. Hein. Donc c'est beaucoup d'énergie pour sortir un peu du lot. Rien qu'à Bordeaux, on est 6 000 viticulteurs. Imaginez 6 000 grappes de raisin en véraison. C'est l'enfer. Donc du coup, c'est un gros boulot d'arriver à sortir du lot. Et c'est pour ça que cette communauté, c'est pas énorme, 7000, mais en fait, tant que ce sont vraiment des gens qui ont envie de nous suivre, qui sont intéressés par ce qu'on fait, qui sont de potentiels acheteurs, ou alors ils vont nous amener des amis, etc., ça paye. Et moi, je vois bien, j'ai des gens qui me disent, je vous ai connu sur Instagram, je me dis, chouette, tout ce que je fais le soir, parce que quand je finis ma journée de travail, que mon mari me voit sur mon téléphone à 20h et qu'il me dit, qu'est-ce que tu fais, je poste, il me dit, t'es sûr que tu bosses? Enfin, voilà, il y a vous savez, les réseaux sociaux, c'est un peu traite quand même. Hein. Donc oui, je bosse et je pense que ça paye. Et quand je vois ces quelques résas qui arrivent des réseaux sociaux, je me dis qu'il y a encore à faire et que c'est de bon augure pour la suite. J'aimerais qu'on parle assez rapidement de l'empreinte écologique de la tech. Et sur ce sujet, Marc, je souhaiterais vous demander, à votre avis, comment cette technologie peut soutenir, peut aider une filière qui travaille quand même activement à sa transition écologique. Vous m'avez parlé notamment de réutilisation de contenu. C'est très intéressant. Si vous voulez nous en dire plus. Le principe de Wineplay, c'est déjà de valoriser tous les contenus existants, c'est-à-dire plutôt d'envoyer en permanence des équipes de tournage sur les domaines, sur le terrain dans les vignobles. Nous, on utilise déjà, on sélectionne bien sûr, et on utilise tout ce qui est déjà bien fait, et à qui on redonne une deuxième ou une troisième vie, et qui regroupe sur une seule et même plateforme. On fait attention à ce que nos propres encodages soient effectivement beaucoup plus vertueux, notamment en termes d'utilisation de bandes passantes. Et de plus en plus, on essaye d'optimiser au maximum toutes nos interventions. On est en train de préparer pour la dimension internationale, bien sûr, de l'onotourisme des versions en langues étrangères. Et c'est avec là, pour le coup, l'IA nous aide énormément, parce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des traductions automatiques, y compris des post-synchronisations de la voix directement dans de la langue souhaitée, avec une qualité d'ailleurs de traduction assez géniale. Donc tout ça permet d'améliorer, d'aller plus vite et donc de limiter notre impact sur le terrain. Et puis plus globalement, ce qui est intéressant dans ces outils de communication, et le digital aide beaucoup, c'est qu'on désaisonnalise complètement à la fois la communication, à la fois l'accueil, c'est-à-dire qu'on est ouvert toute l'année en quelque sorte avec le digital. On communique tout le temps et effectivement nos followers, nos abonnés nous suivent quand ils le souhaitent, quand ils en ont envie. Et c'est aussi cette façon d'aller chercher de manière beaucoup plus ouverte dans l'espace et dans le temps ces nouveaux consommateurs que l'on attend, plutôt que faire des grosses opérations un peu lourdes, un peu consommatrices de CO2 sur quelques moments particuliers. Alors bien sûr, on met en avant des grands événements. Ludovic tout à l'heure parlait de Vignoble en Seine, qui arrivera au mois d'octobre. Bien sûr, Wineplay va être un gros amplificateur en termes de communication, en termes de visibilité de cet événement. Mais on essaiera toujours au maximum d'utiliser tout ce qui est fait sur le terrain, par les gens du terrain, plutôt que déployer des moyens qui, là, pour le coup, seraient un peu moins vertueux. Je vous propose de passer à une vision de perspective pour terminer cette table ronde, juste avant de vous passer la parole si vous avez des questions. Donc, les perspectives de la tech dans l'onotourisme. Mathieu Varon. On voit aujourd'hui, même sur Airbnb, il y a une expérience vignoble. Rue des Vignerons fait ça aussi pas mal. Vous avez lancé une levée de fonds, je crois, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est vraiment un marché? Est-ce que vous trouvez des investisseurs facilement? Est-ce que le marché est suffisant? Cette année, nous, pour les 5 ans de One Vision, en fait, on a organisé un pop-up store, place des Vosges à Paris. Et le but, c'était d'être caviste 3.0, donc à la découverte des vignobles de France depuis Paris. Donc les particuliers venaient,
Ils payaient donc pour l'expérience réalité virtuelle, ils visitaient tous les vignobles de France et les régions. Derrière, ils pouvaient déguster du vin et acheter du vin. On a vendu en 8 jours 2500 bouteilles. Pour un caviste, c'est quand même beaucoup. Donc on s'est rendu compte que ça facilitait, ça a aidé la vente de vin. Et sur ce modèle-là, du coup, on s'est lancé un défi, c'est d'ouvrir une boutique à Londres. Et justement, on est en train de lever des fonds pour ça. Et donc on trouve des investisseurs. De Londres, justement. Mais sinon, on avait déjà fait une levée de fonds en France avec des investisseurs parisiens. On voit que la One Tech plaît et les gens ont envie d'investir. Les business angels se disent ok, il y a potentiellement quelque chose à faire parce qu'ils se rendent compte que c'est un marché où on perd en consommation. Et par contre, derrière, les viticulteurs, ils ont besoin de se différencier et d'aller chercher des technologies qui vont les aider à vendre, justement. Et c'est là où nous, on a intervenu un petit peu. Thomas Lombard, à votre avis, quelles sont les difficultés pour les vignerons ou les maisons d'intégrer ces technologies et comment les surmonter, ces difficultés? La difficulté, je pense que c'est surtout d'avoir la vision, d'être capable d'adapter l'outil à sa stratégie. En fait, je pense que la tech, c'est ni plus ni moins qu'un outil au service d'une vision, d'une stratégie. Voilà, je pense que c'est le principal obstacle pour une bonne utilisation. Il ne faut pas avoir en tête qu'une fois qu'on utilise de la tech, tous nos problèmes vont être résolus, tout va tourner, les gens vont venir. Ce n'est pas une fin en soi, la tech, encore une fois, c'est un outil au service d'une philosophie, d'une stratégie. Et donc ça sert, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ce côté chaleureux, être accueillant, agréable et l'expérience qu'on va pouvoir ensuite raconter. Dernière question, je la pose à Mathieu, mais sentez-vous libre d'y répondre si vous êtes inspiré. Quels outils pour le futur, quels outils nous n'imaginons pas encore et seront en place demain? Il y a énormément de choses qui vont aller vite, notamment sur les IA. Je pense qu'il y a un réel marché, hein, on l'a vu justement, c'est dans l'actualité, hein, la France investit d'ailleurs dedans. Il y a beaucoup d'outils, que ce soit pour l'œnotourisme, mais aussi pour l'œnologie, qui vont sortir. Donc on peut imaginer un futur avec des nouveaux consommateurs de vin qui sont attirés par la tech finalement et deviennent des amoureux du vin et dégustent. Moi, j'aimerais qu'on travaille sur un sujet qui pour moi est crucial pour un amateur de vin, c'est la dégustation. Moi, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis un an, comment on trouve des nouveaux moyens de faire parfaitement comprendre la perception en bouche d'un grand vin, complexe, etc. Et j'aimerais que la technologie se mette à ce service. Alors j'ai des idées, mais voilà, j'aimerais quelque part qu'on puisse faire rentrer dans ce monde merveilleux qui est celui du sensoriel, en s'aidant des nouvelles technologies pour qu'un amateur de vin se dise époustouflé avec des sensations qui soient mieux comprises et exacerbées. Ça j'aimerais bien. Ouais. Je pense que pour le futur, il faut que les 60 000 vignerons que l'on a en France, peut-être les 40 000 qui vinifient leur propre vin, soient embarqués dans ce mouvement autour du digital, de l'IA, de tout ce qui permet effectivement de renforcer leur connaissance, leur notoriété et qui améliore clairement leur activité, leur chiffre d'affaires. Je crois que c'est important que chacun ait une capacité, ou en tout cas qu'on puisse mutualiser, fédérer l'ensemble de l'offre œnotouristique et œnologique en France pour qu'on puisse là pour le coup avoir une force de frappe beaucoup plus importante à la fois sur notre propre marché intérieur mais aussi sur les marchés étrangers. Je pense que comme on dit, l'union fait la force et demain on devrait renforcer encore la mutualisation de toutes ces forces là grâce à l'intelligence artificielle et bien sûr au digital.